Je donne la parole maintenant à notre keynote speaker, Olivier Seznec de Cisco. Merci Olivier d'être avec nous et de nous éclairer sur la stratégie de Cisco aujourd'hui. Merci. Bienvenue Olivier Seznec. Ouais, bravo, merci. Bonsoir, donc je suis Olivier Seznec, je suis directeur de la stratégie technologique chez Cisco. Et chez Cisco, je m'occupe à la fois des architectures, j'en fais la promotion, je m'occupe d'innovation et puis de transformation, de travailler auprès de clients où la technologie d'information transforme totalement l'activité. Et à ce titre, je travaille sur le bâtiment connecté, je travaille sur la ville connectée, sur le Green IT. Voilà. Alors pour ce soir, j'ai la mission de planter un peu le décor sur ces objets connectés, qu'est-ce qu'on va en faire, quelles sont les opportunités, quand ça va se passer. Et puis donc j'ai construit quelques slides. Le premier point c'est quand, c'est maintenant, c'est déjà, en fait c'était même hier, parce que si on regarde l'Internet des objets, en considérant le nombre de systèmes connectés non humains par rapport aux systèmes connectés humains, eh bien on a dépassé le nombre d'objets connectés par rapport au nombre d'humains connectés il y a à peu près 3-4 ans. Enfin, la date est, on dit 2008. Ça m'a paru un petit peu optimiste, mais bon, globalement, on est aujourd'hui dans un monde où on a nettement plus d'objets qui sont connectés que d'humains, avec des prévisions qui varient 2020 entre 30 et 80 milliards d'objets connectés. Alors quand on parle d'objets connectés, c'est des objets qui sont accessibles globalement à partir du smartphone. Donc on a la chaîne de liaison complète. C'est pas un système BACnet dans un bâtiment qui va communiquer avec son serveur, qui est isolé du monde. On parle de systèmes qu'on va pouvoir un petit peu activer ou qui vont pouvoir fournir de l'information jusqu'à n'importe quelle plateforme directe. Alors ces objets ont une particularité, c'est qu'ils sont un peu partout, ils sont diffus, et puis ils envoient un certain nombre de données. C'est ce qui va poser des problèmes, notamment pour nous, équipementiers télécom. Alors, quand il y a des problèmes qui se posent, il y a des solutions et il y a des opportunités derrière. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Cisco, puisque notre métier, c'est quand même de construire les infrastructures de communication pour que tous ces objets puissent travailler de façon optimale. Alors quand on regarde un peu les données, je ne vais pas repasser tout en revue, mais on voit à peu près que les données doublent, la masse de données collectées double à peu près tous les 2 ou 3 ans. Donc on a à la fois des problématiques liées à l'acheminement de ces données, liées au stockage, et puis liées au traitement. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut en sortir. Et donc la problématique autour de l'Internet des objets déborde largement, pour la création de valeur, sur l'Internet de tout. C'est moins joli en français, je trouve, qu'en anglais. En anglais, on parle de Internet of Everything. Donc en termes d'acronyme, il y a le IoT pour Internet of Things, l'Internet des objets. Et puis l'Internet des objets, c'est la partie connectique ou réseau de connexion des objets et vers le réseau Internet classique, qui va permettre de se connecter à la fois aux humains, aux données, et relier les process pour construire l'Internet de tout, l'IoE, Internet of Everything. Et les deux sont un petit peu liés. Alors, tous les cabinets sur la partie opportunité disent, là c'est le jackpot, en 2020 on va avoir des opportunités énormes, parce que finalement, en décloisonnant l'information, on multiplie les possibilités d'interaction et les possibilités de création de valeur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec une loi qui s'appelle la loi de Metcalfe. Metcalfe, c'est monsieur Bob Metcalfe, c'est l'inventeur d'Ethernet. C'est quelqu'un important dans notre métier, pour Cisco notamment. Donc tous les matins, on est assez révérencieux vis-à-vis de monsieur Metcalfe. Et monsieur Metcalfe a dit la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de systèmes connectés. Alors, tac, c'est bon. Donc on voit bien l'intérêt quand on passe de 7 milliards enfin même pas 7 milliards de personnes sur Internet aujourd'hui, on est un peu moins, on est peut-être à 3 milliards entre serveurs et humains connectés sur Internet, à 50 milliards, là on voit que les possibilités d'interaction explosent complètement. Donc il y a une valorisation derrière qui est juste énorme. Alors les différents cabinets, c'était juste pour vous donner quelques indications. Gartner dit voilà, on est dans le Nexus of Forces. Donc là, il est en train d'arriver. Les Anglais disent the perfect storm, la tempête du siècle, parce que tout à coup, on a à la fois les technologies mobiles, les technologies de cloud, les réseaux sociaux qui viennent avec l'information construire
une nouvelle proposition de valeur. Alors ce que dit Gartner, c'est nous 1,9 trillion, alors c'est des billions, ou 1900 milliards de dollars à l'horizon 2002. IDC dit nous on arrive dans la 3e plateforme, et là aussi c'est ils disent c'est 22% en termes d'opportunités des dépenses IT. Et puis un autre acteur qui paraît intéressant, c'est General Electric, un industriel qui est en train d'investir massivement sur la numérisation de ses métiers, et qui dit nous on voit 10 à 15 000 milliards de dollars d'opportunités dans les 20 prochaines années. Et peut-être que vous avez vu qu'il y a eu un consortium qui a été annoncé il y a 2 semaines, qui regroupe Cisco, General Electric, IBM, AT&T, et puis j'en oublie un, je crois. Intel, ouais, Intel. Ouais, je crois que c'est Intel, ouais. On va donner un point. Ce consortium s'appelle le Industrial Internet Consortium, et l'objectif c'est de construire des standards dans le monde de l'industrie. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce consortium, il s'intéresse à l'industrie. On ne parle pas de grand public, on ne parle pas de WeThings, de Netatmo, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, hein. Mais quand il y a des grands acteurs comme ça qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est qu'il y a des gros dollars derrière. Et si c'est l'industrie, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est que derrière, c'est vraiment sur le domaine de l'industrie qu'on voit aujourd'hui les plus grosses bascules qui sont en train d'arriver. On peut regarder le Smart Grid, par exemple, toute la partie pilotage de tous les réseaux d'énergie qui sont en train donc de se déployer à peu près partout. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on parle d'opportunités, en fait, on ne parle pas seulement la valeur qui est adressée ou générée par les systèmes communicants avec le réseau d'objets, mais on regarde la valeur globale depuis l'app, depuis les services qu'on va pouvoir générer à partir de ces systèmes connectés avec les humains et les process, dans cette définition de l'IoE, Internet of Everything. Ce que dit Cisco, nous on dit voilà, d'ici 2020, il y a à peu près 19 000 milliards de dollars d'opportunités, avec une répartition, une quinzaine sur le secteur privé et 5 sur le secteur public. Bon, ce sont des estimations, ça vaut ce que ça vaut, c'est juste que c'est gros. On va retenir ça. Maintenant, est-ce que ça sera 19, 40 ou 10 ? Même 5, c'est quand même pas mal en incrémental. Parce que là, on parle de valeur un peu incrémentale. On ne parle pas d'activité qui aujourd'hui est réalisée par ailleurs. On parle vraiment d'incrémental. Et quand on fait un petit peu l'analyse plus fine de ces opportunités, en fait, dans cet Internet of Everything, il y a à la fois les relations entre les objets entre eux, le M2M, le machine to machine. Là, on est plus dans l'Internet of Things. Mais il y a les relations entre un humain et puis des objets connectés, ça peut être sur la santé par exemple, là c'est le machine to person, et puis il y a toute la partie liaison en mobilité des humains entre eux, le person to person c'est la collaboration. Et quand on regarde un peu les répartitions, c'est 7 milliards et demi pour le machine to machine, 7 trilliards ou billions en français, donc 7400 milliards sur le machine to machine, 4600 machine personne, et puis personne to personne, 7000 milliards. Alors les premiers marchés, c'est presque tout, finalement. C'est vraiment l'industrie. L'industrie, c'est le marché qui aujourd'hui a le plus à gagner, parce que dans l'industrie, finalement, les instrumentations des différentes chaînes logistiques ou des chaînes de fabrication a été réalisée de façon assez isolée et rarement relié au front office de l'entreprise. Donc d'un côté, il y a la fabrication qui a l'air totalement séparée de l'activité commerciale de l'entreprise. Et là, la proposition de valeur, c'est de dire, non, aujourd'hui, vous devez être en relation plus étroite avec vos clients. Donc dans votre relation client, ça doit aller jusqu'à votre chaîne de production pour avoir un continuum et être beaucoup plus réactif. Et donc mettre une chaîne de fabrication temps réel, c'est derrière l'enjeu pour l'entreprise. Et les entreprises ont bien compris que c'est aussi la possibilité de multiplier les téléservices et téléactions et de mieux gérer à la fois leur savoir-faire de fabrication et de mise en œuvre de leur métier historique, et puis bien sûr relier ça
avec la partie vente. L'énergie, c'est un gros secteur. Alors l'énergie, aujourd'hui, c'est beaucoup sur la partie industrielle là aussi, l'énergie industrielle, le réseau de transport, le réseau de distribution, parce que dans l'énergie, l'irruption et le déploiement massif des énergies distribuées, l'éolien photovoltaïque, demandent à changer la façon dont on pilote les grands réseaux d'énergie. Donc, d'un point de vue technique, il y a une vraie nécessité de faire évoluer ces réseaux pour les piloter de façon plus fine. Et puis, avec les problématiques d'augmentation des demandes en électricité, le marché de l'effacement devient une façon de produire du négawatt qui est tout à fait économiquement intéressante. Olivier, encore 5 minutes. Oui, très bien. Et donc, l'énergie, aujourd'hui, c'est beaucoup sur les réseaux transport-distribution. Il y a maintenant la partie comptage qui commence à arriver. En France, on a Linky qui est très connu. Linky, c'est la version 0.5 sur la partie compteur communicant. L'objectif du compteur communicant à terme, c'est la bidirectionnalité complète, et c'est d'aller vers le sous-comptage et le multi-comptage. Utiliser cette infrastructure de comptage pour aussi y relier l'eau, le gaz ou bien tout autre système qu'on aurait besoin de compter d'une façon ou d'une autre. Et là, on voit apparaître pas mal de déploiements. Alors aujourd'hui, c'est des déploiements qui sont beaucoup sur l'optimisation du métier d'énergéticien. Donc c'est à la fois pour mieux facturer et assurer le suivi de la vente de ses prestations. Et puis c'est pour aussi optimiser ensuite son outil de production pour éviter de mettre en œuvre des centrales énergétiques qui peuvent être coûteuses. Là, on pourrait faire de l'effacement à la place. Mais l'étape suivante, ça sera vraiment changer le modèle avec des tarifications qui seront beaucoup plus modulaires, avec des fluctuations beaucoup plus rapides. Donc il y a un marché de l'énergie qui va totalement être révolutionné dans les années à venir, et les technologies de l'information vont vraiment jouer là-dessus. Je ne vais pas tout passer en détail. Il y a un élément, c'est celui à droite, qui est essentiel dans cette évolution, c'est la partie sécurité. C'est qu'on fait de la convergence. Donc on met de plus en plus de systèmes et d'applications sur la même infrastructure. Donc potentiellement, un pirate, un malveillant, a de plus en plus de capacités d'interagir rapidement et pour mettre en péril le fonctionnement. Donc il va falloir complètement repenser la sécurité dans ces domaines-là. La bonne nouvelle, c'est que cet Internet de tout est basé sur des technologies IP. C'est aujourd'hui les technologies qui sont les plus éprouvées, les plus raffinées en termes de sécurité. Aujourd'hui, quand il y a une faille, il y a tellement d'objets connectés qu'on s'en aperçoit relativement vite. Et il y a beaucoup de gens qui sont capables de développer et d'avoir aussi l'expertise pour pouvoir sécuriser ces systèmes. C'est un gros avantage par rapport aux réseaux industriels qui sont peu développés et qui sont finalement des vrais passoires parce qu'il y a peu de focus sur la sécurité. Donc la sécurité, ça va vraiment être un élément important. Et les industriels vont devoir, et les clients vont devoir investir aussi de façon beaucoup plus forte sur la sécurisation de leur réseau. C'est souvent, on ne le voit pas. On se dit, je mets des systèmes standards construits à grande échelle, ça va me coûter moins cher. Il y a aussi une question d'architecture et puis de sécurisation. Alors pour réussir à faire ça, tous ces objets, tous ces systèmes qui communiquent, le cloud n'est pas suffisant. Le cloud, c'est avoir un système de calcul centralisé. Vu le nombre d'événements qu'on a à traiter, il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas nécessairement pertinents. Une sonde de température qui dit 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés, est-ce que j'ai besoin de la ramener au central? Peut-être qu'il faut la quitter localement. Et puis ce qui m'intéresse, c'est quand c'est 21, 22 degrés qui évoluent en une demi-heure, parce que là, il se passe quelque chose. Et donc, on dit qu'il faut mettre en œuvre une informatique ou un traitement intelligent distribué qui s'appelle le fog computing. Donc on avait le nuage qui était assez dense, et puis là, on va mettre en place du brouillard. C'est l'idée de mettre au plus près des systèmes de l'intelligence répartie. Et c'est des nouvelles architectures techniques où non seulement on a donc les objets tout en bas, qui vont être organisés avec des technologies particulières de réseaux qui s'auto-organisent, et puis après, vers l'entrée du réseau, on a une première couche d'agrégation, on va faire un traitement de la donnée pour construire l'information. Il faut retenir que la donnée n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de l'information. 20 degrés, ça ne veut rien dire. 20 degrés, si je veux monitorer des risques de verglas, c'est intéressant comme information. Voilà, là je commence à avoir une information, il n'y aura pas de risque de verglas. Une information, encore une minute. Oui, encore une minute, c'est parfait, il doit me rester un slide, donc on devrait y arriver. Donc
dans cette architecture, il va falloir que je mette en place au plus près un certain nombre de traitements. Et en fait, j'ai probablement plusieurs niveaux de traitement possibles à pouvoir mettre en œuvre pour arriver au cloud sur des traitements massifs, des données qui peuvent être soit temps réel, soit aussi temps différé. Parce que l'objectif derrière, c'est d'aller de la donnée vers la sagesse. Wow. Attention. Alors c'est Monsieur Akorf qui a un peu étudié cet aspect sur l'aspect cognitif. Je vais te dire, la donnée, ça n'a pas vraiment de valeur. Et là, on commence à avoir un peu de valeur, c'est avec l'information. Donc je comprends la donnée et je suis capable d'avoir un tableau de bord qui me dit, bon, ma route, elle est à 1 degré, risque de verglas. Ça, c'est de l'information. À partir de là, ça ne veut pas dire pour autant que je vais avoir le verglas qui va se passer vraiment. Peut-être qu'en prenant les analyses de prévision du vent, le trafic qui va circuler, je vais pouvoir être un peu plus précis et je vais pouvoir commencer à aller vers la partie connaissance. Et puis l'état d'après, c'est de prédictif et aller vers la sagesse, la sagesse. Et donc, le réseau va aussi travailler dans ce sens-là. Donc le fog computing, c'est la couche qui va permettre d'assurer l'agrégation et le traitement des données pour en faire de l'information, et puis commencer à faire du traitement pour en construire une première couche de connaissances qui va être bien sûr traitée là, par les applications type Big Data. Le Big Data, finalement, c'est produire de la connaissance pour que l'humain derrière en fasse de la sagesse. Et peut-être qu'un jour, ça sera la machine qui le fera, mais je veux encore travailler quelques années. Merci de nous avoir fait grandir. Merci beaucoup, Olivier. Merci.